Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver, mais surtout, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau programme que vous suivrez désormais toutes les semaines. Question d'État est ce nouveau magazine d'actualité qui va se pencher sur tous les secteurs de la vie nationale, la vie donc en République démocratique du Congo de manière particulière, mais en général, la vie de tous les États d'Afrique et pourquoi pas du monde. Ce soir, pour ce premier numéro, nous recevons pour vous Fidel Babala. Il n'est plus à présenter. Il est secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo, le mouvement cher, le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, et il est également député national, bien entendu, élu de la circonscription de la Tchangou. Je lui dis bonsoir. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu sur ce plateau, surtout que vous êtes le premier invité, vous inaugurez donc ce nouveau magazine Question d'État, c'est un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie pour cet honneur que vous me faites. Voilà, nous allons ensemble parler de l'actualité. Il y a 5 jours exactement, il y a eu l'ouverture de la session parlementaire de mars, donc pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais sinon, on va commencer par parler de vous quand même, hein, le mouvement de libération du Congo et son leader, Jean-Pierre Bemba, qui est toujours à la haie, parti jadis deuxième force politique du pays, où vous vous placez actuellement. Quelle est la santé du parti ? Non, mais merci madame pour cette question-là. D'entrée de jeu, je voudrais dire que le MLC se porte très bien et que son leader qui est en train de passer un moment difficile de sa vie au niveau de la CPI, pour répondre de l'histoire du MLC, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de ces procès qui tirent vers sa fin, nous pouvons dire aujourd'hui que l'espoir au niveau du MLC et de son leader Jean-Pierre Bemba est plus grand aujourd'hui qu'hier. Qui tire vers sa fin, c'est vous qui le dites, hein, c'est encore à la Cour internationale de la haie de décider. Non, si vous regardez sur les sites de la CPI, vous verrez que cette phase de procès se termine le 2 juillet. En tout état de cause, cette année verra la fin de ces processus judiciaires. Et nous espérons avec que la lenteur, avec tout le temps que ça prend, c'est pas si évident que ça. Hein. Quelle que soit la longueur du temps, il y a toujours une fin à tout. Et vous pensez que l'issue est plutôt heureuse en faveur de votre leader ? Je n'en doute pas, puisque vous avez vécu vous-même, vous avez suivi les débats au niveau de la CPI. À ces jours, on n'a pas pu démontrer l'implication personnelle ou la responsabilité personnelle de Jean-Pierre Bemba dans les faits qui se sont passés au niveau de la Centrafrique, pour lesquels il est poursuivi. Donc là, je peux dire avec l'ensemble de mes collègues du MLC que nous avons bon espoir que cette année ne se terminera pas sans qu'on puisse retrouver notre leader Jean-Pierre Bemba. Ça va ramener du souffle au MLC, un peu affaibli. On l'a vu aux dernières élections, c'était pas fameux. Hein. Madame, est-ce que je donne l'air d'être quelqu'un qui est essoufflé? Les MLC dont-il l'air d'être un mouvement en bout de souffle? Je ne pense pas. Je vous rappelle que nous sommes allés à ces élections sans leader. Nous n'avons pas bénéficié des moyens d'État, d'autres en ont bénéficié. Nous sommes sortis la deuxième force de l'opposition après l'UDPS. Je crois qu'à ce stade, cela démontre l'enracinement profond du MLC dans le pays. Nous n'avons pas eu beaucoup de moyens, pas beaucoup d'élus, mais le nombre d'élus que nous avons eu au niveau de ces élections nous donne la position de la deuxième force politique du pays. Et je pense que c'est un exploit. Fidel Babala, avant de continuer, je vais proposer aux téléspectateurs de suivre les discours des présidents des 2 chambres du Parlement lors de l'ouverture de la session de mars. Donc, suivez tour à tour Obaminaku et Léon Kingo Adondo. On se retrouve tout à l'heure. C'est avec attention que nous suivons les pourparlers entre la délégation gouvernementale et les insurgés du M23. Là comme ailleurs, il est des questions non négociables, l'unité du pays, l'intégrité territoriale, le respect de la Constitution de la République, la souveraineté permanente du peuple congolais sur ses richesses, sur ses ressources naturelles, etc. En ce qui concerne le volet relatif au contrôle parlementaire, permettez-moi avant tout de féliciter les honorables députés qui ont
contre vents et marées, et face à certaines contraintes objectives et subjectives, user de cette prérogative leur est connue par la Constitution. Si notre pays, dans le cadre de sa construction et de sa modernisation, a besoin d'un arsenal juridique adéquat, il n'en demeure pas moins qu'une fois adopté, ces normes besoin d'être exécutées et même bien exécutées. Réformer les lois est une chose, mais les faire appliquer notamment en initiant des politiques économiques et sociales novatrices en est une autre. Pendant longtemps, notre société a eu à vivre sous les règles des antivaleurs que nous avions tous ensemble décrites et que nous continuons d'ailleurs à décrire. La corruption, le détournement des deniers publics, la mégestion, le clientélisme, l'immoralité, la gabegie, le tribalisme, le Madèche Gabane et j'en passe. L'ère de l'inaction et de l'impunité devrait être révolue. Nous devons davantage, dans le cadre de nos prérogatives, évoluer sous le règne de l'action, de la responsabilité. À cette fin, le contrôle parlementaire doit être utilisé comme un instrument au service de la transparence, de l'efficacité du progrès et du développement. Il permet aux institutions, qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, de rendre compte de leurs différentes actions d'œuvre. Ainsi compris, les questions orales avec ou sans débat, les questions écrites, les auditions en commission et même les interpellations, adressées notamment à l'envoi des membres du gouvernement, ne doivent en aucune manière être comprises de part et d'autre comme des instruments vecteurs de l'adversité politique. L'accord cadre régional engage la République démocratique du Congo à continuer et à approfondir la réforme du secteur de sécurité, notamment l'armée et la police, à consolider l'autorité de l'État, surtout à l'est du pays, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins, à effectuer des progrès dans le domaine de la décentralisation, à promouvoir le développement économique, la réforme structurelle des institutions de l'État, ainsi que les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratie. Il engage en outre le président de la République démocratique du Congo à mettre en place, au sein du gouvernement, un mécanisme national de suivi en vue d'accompagner et de superviser la mise en œuvre des engagements souscrits au niveau national pour les réformes envisagées. Un mécanisme régional de suivi a été institué, impliquant les dirigeants des pays signataires, sauf le Rwanda. Il s'agit d'un mécanisme dont la nature n'est pas encore précisée, mais qui viendra en soutien aux efforts conduits dans la région. Le peuple congolais espère que ce ne sera pas un accord de ton. Il attend l'élaboration du plan détaillé annoncé avec indication concrète des critères et mesures appropriées de suivi. En ce qui le concerne, le Sénat s'engage, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, à accompagner au moment opportun les efforts du gouvernement en la matière. La situation sécuritaire à l'est du pays reste très préoccupante. Le Kivu est toujours dans la tourmente, avec des populations en souffrance et en errance à Massissi, Rutshuru et Saint-Jean. Au Katanga, les informations qui nous parviennent sont inquiétantes. Elles concernent les territoires de Kwetu, Malembakou, Manouni, Mitwaba, Kasenga, Kipushi, voire Lubumbashi. Les territoires entiers du pays vivent ainsi, presque en dehors du contrôle du gouvernement. L'Équateur s'enlise de plus en plus. Il est temps que toutes ces situations cessent. Au sujet de l'initiative politique annoncée par le président de la République en vue de la cohésion nationale, il est souhaitable que celle-ci soit rapidement clarifiée et si un forum doit se réunir, doit réunir les Congolais à cet effet, que celui-ci soit convoqué afin de mettre un terme aux spéculations actuelles.
Minakou tient à rassurer l'opinion que la Chambre basse suit de près cette question sécuritaire, peut-être pour s'excuser un peu de toutes les pressions. Hein. L'opinion pense que vous avez un peu baissé les bras, pas de pression sur le gouvernement par rapport à cette question. C'est pour rassurer? Merci madame. J'étais présent à l'ouverture solennelle de la session de mars. C'est une ouverture constitutionnelle. J'ai suivi les discours du président de l'Assemblée nationale. Outre les calendriers, il s'est effectivement apaisanti sur la situation sécuritaire, sur un certain nombre de projets de loi que nous devons adopter pour mettre le pays sur les bons rails du processus électoral. Mais j'aimerais, avant de commenter ce point-là, j'aimerais relever une insuffisance qui n'a pas suffisamment, sur laquelle il n'a pas longtemps, et c'est pas étendu longtemps, c'est sur les contrôles parlementaires. Il en a beaucoup parlé pourtant. Vous savez, le contrôle parlementaire qui est devenu carrément une occasion de règlement de compte au sein de la Chambre basse. Mais si au moins il laissait les présidents de l'Assemblée nationale laisser les députés s'exprimer, la population qui nous a mandatés verrait si nous faisons de la pression à titre personnel ou si nous parlons dans l'intérêt du pays. Je vais vous donner un exemple, 2-3 exemples. Quand il y a eu la francophonie ici, les premiers ministres, à travers la Robank, ont pu avoir 8 millions de dollars pour réfectionner l'aéroport de Ndjili pour bien accueillir nos invités. De vous à moi, vous partez souvent vers l'aéroport de Ndjili. Est-ce que vous pouvez voir de manière visible les travaux qui ont été effectués pour 8 millions de dollars? Là, il faut qu'on contrôle. Mais chaque fois qu'on pose, disons, il y a des initiatives parlementaires en termes de contrôle de l'exécutif, les présidents de l'Assemblée nationale s'arrangent pour s'asseoir sur le dossier. Et pourtant, il a bien précisé justement qu'il ne s'agissait pas d'un bras de fer entre forces politiques. Fidel Babala, vous l'accusez un peu non, je ne l'accuse pas, à tort. Je constate. Si vous faites le bilan de la session passée, dites-moi quelles sont les initiatives de contrôle parlementaire qui ont abouti. Le Premier ministre a été interpellé, on l'a dégagé. On a dégagé l'interpellation. À 2 reprises, il y a eu des ministres qui ont été... à qui on avait adressé des questions orales avec débat. Aucune n'a été... La force de la majorité, l'opposition est... C'est pas une question de majorité. Écrasée, le règlement intérieur voudrait que chaque député qui a une initiative de contrôle parlementaire, on puisse programmer. Lors du débat, s'il y a un vote, la majorité pourra s'exprimer. Mais là, dans quelle démocratie sommes-nous? Et c'est pour cela que nous disons que pour cette session, nous allons être extrêmement vigilants et extrêmement attentifs pour que les présidents de l'Assemblée nationale puissent programmer les initiatives en termes de contrôle parlementaire de chacun des députés. Autrement, nous allons prendre des mesures aussi. C'est bon de pouvoir contrôler les autres. On peut commencer par les contrôler, lui et son bureau. Mais on peut le faire aussi. Il est d'accord pour ça. Et là, ce ne sera pas une pression. Il a énuméré lui-même toutes les antivaleurs qui minent la société et il est prêt justement à rentrer dedans, à crever l'abcès. Alors, il n'a aucune raison de bloquer ce processus de contrôle parlementaire. On les jugera à l'acte. Aujourd'hui, c'est une intention. Vous savez, les discours dans ces pays, on en a entendu. C'est une sorte, un énième discours. On verra quels effets ça va porter. Aujourd'hui, on donne du crédit de bonne foi au président de l'Assemblée, mais bon, la patience a des limites aussi. Hein. Quand on est en train de... Nous avons été élus, il n'a pas été plus élu que nous. Nous avons tous été élus, les 500 députés. Nous sommes tous collègues. Moi, je n'ai pas voté pour lui, mais la majorité a voté. Il est le représentant des députés au niveau du bureau. Il doit pouvoir conduire les débats de façon satisfactoire et faire en sorte que les initiatives parlementaires puissent aboutir. Autrement, quel est notre rôle? De venir dire oui ou non? Nous devons poser les questions pour l'intérêt du pays. Vous ne faites pas vraiment le poids, on pourrait le dire, l'opposition, quand il y a un vote... C'est pas une question de faire du pois. De manière étymologique et même par définition, il y a une opposition parce qu'ils sont minoritaires, il y a une majorité parce qu'ils sont majoritaires. Bon, je n'entre pas dans les débats sur la légitimité des élections, quoique je puisse en parler. La majorité est majorité numérique, mais on sait ce qui s'est passé. On revient sur le contrôle parlementaire. Ça n'a aucune incidence sur le contrôle parlementaire, hein, de manière directe. J'aimerais juste terminer une idée là. Oui. Quand on parle des majorités, de manière tout à fait indicible, on glisse vers la vérité des élections. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que les résultats électoraux qui sont sortis sont les résultats réels? Ça dépend de quel côté on se trouve. Fidel Babala, la Cour suprême a déjà tranché. Quelle Cour suprême?
vous parlez de quelle Cour suprême? Qui n'a même pas été capable de terminer le contentieux électoral de manière satisfactoire. Cette Cour suprême, y compris les procureurs généraux parce que vous et êtes les senti premiers lésé? présidents, moi je ne suis pas lésé. Je ne suis pas lésé. Vous ou les vôtres? Les MLC, pas seulement les vôtres. Il faut considérer que la justice, c'est une sorte d'église au milieu du village qui est censée réconcilier les uns et les autres. Aujourd'hui, madame, si vous avez un problème au niveau de nos cours aux tribunaux, vous y allez avec beaucoup de peur. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va en sortir. C'est quasiment une justice. Vous ne le direz pas si vous aviez gagné Je ne parle pas seulement des résultats électoraux, même de la manière dont l'administration de la justice est faite au niveau du citoyen lambda. On est en train de la réformer. On est en train de la réformer, la justice. Déjà, en violant la loi, le président de la République nomme les hauts magistrats en violation de la loi, le Conseil supérieur de la magistrature se prononce. Les députés nationaux, votre rôle dans tout ça, on ne sait plus justement cerner. Que faites-vous? On sent un certain laxisme quand même au sein du Parlement. Je peux remettre les fondamentaux sur la table. Il y a un rôle important d'abord de légiférer. Nous avons pris les lois, mais faut-il que quelqu'un l'applique? C'est l'exécutif qui applique les lois. Ouais. L'exécutif, y compris les présidents de la République. Le Parlement suit l'application. Qui les promulgue au nom de la population. Les jugements sont rendus au nom du chef de l'État qui représente la population. Encore faut-il que cette justice repose sur une légitimité populaire aussi. Puisque une justice qui rend de manière tout à fait impromptue des décisions inadéquates et bancales, cette justice n'est plus une justice. Il faut la réformer de Vous voyez tout du mauvais côté. J'en appelle à une révolution au niveau de la justice. Les gens qui sont là-bas ne sont plus à leur place. Tout simplement parce qu'ils ont perdu toute légitimité en rendant des décisions qui sont contraires à la loi. Puisqu'un État se caractérise par quoi? C'est les monopoles de la force. Les monopoles de la force, il n'y a que l'État qui peut user de la force. Et la justice est là pour essayer de trancher de contentieux éventuels entre les uns et les autres. Mais si la population, nous tous qui faisons partie de la population, nous n'avons plus confiance à cette justice, elle sert à quoi? Ça, c'est un langage révolutionnaire. Je voudrais aussi qu'il y ait une révolution de ces côtés-là. Qu'on ne parle pas de la révolution de la modernité, qui est une coquille vide, mais qu'on nous parle d'une réelle révolution et une réforme profonde. Évidemment, le contraire ne